Me voici en ce 12 mars 2026 dans un lieu très peu connu à Marseille. Il s'agit du parc du Vieux Moulin, dans le 10e, quartier Saint-Loup, au sein duquel, comme vous le voyez, se trouvent les vestiges d'un vieux moulin. Des vestiges d'autant plus émouvants qu'ils sont situés dans un parc assez intéressant, assez joli, et situé en plus le long d'une rivière. Voilà, pas n'importe quelle rivière puisqu'il s'agit de l'Uvaune. Donc c'est un lieu éminemment celte. L'Uvaune qui, comme vous le savez, est né des larmes de Sainte Marie-Madeleine. L'Uvaune, c'est dérivé le nom Uvaune est dérivé de la déesse Ubelka, la déesse celto-ligure Ubelka, la dévastatrice. En effet, la déesse de l'Uvaune et les fées qui lui sont associées sont curieusement connus comme étant d'assez mauvais augure. Le 12 mars 1927 est né Jean-Marie Ozias. Jean-Marie Ozias, c'est l'un de mes maîtres que j'ai très bien connu. Il est né à Grasse, donc c'est un véritable celto-ligure, lui également. Un véritable occitan. D'ailleurs, il a beaucoup lutté pour l'Occitanie. C'était un poète, pas seulement, un anthropologue également. Il est né à Grasse, il a suivi Hippocagne au lycée du Parc à Lyon, et puis après il a fait beaucoup de choses. Les journées. Il est entré dans les jeunesses étudiantes chrétiennes. Alors ça ne fait pas partie de sa biographie, mais c'est lui qui me l'a dit. Il a fréquenté un temps les rangs de l'Action française. Il est entré au PC en 52 avant d'en être exclu 10 ans après pour soutien au FLN. C'est intéressant, vous entendez bien ce que je viens de dire. Exclu du PCF pour soutien au FLN. Et puis ensuite, il est devenu anthropologue, poète, et puis comme je le disais, très grand poète occitan. Il est entré dans la lutte occitane. Et il a beaucoup écrit avec notamment des gens que j'ai bien connus chez lui, puisqu'il tenait un salon régulièrement, quasiment mensuel, à Lyon, où il est mort le 16 février 2004. Je me demande avec angoisse ce qu'est devenu sa bibliothèque, par ailleurs. Voilà, j'ai rencontré des gens intéressants comme Bernard Frangin, Christian Péroux. Je reviendrai sur Christian Péroux dans un instant, très grand poète. Avec Bernard Frangin, il a par exemple écrit ça, Vous trouverez jamais, c'est tout droit. C'est un petit polar amusant qui se passe en partie sur les pentes de la Croix-Rousse, où un candidat à la présidence de la République est troublé par une jeune eurasienne. Là on voit Ozias à gauche, à côté de Frangin. Ça c'est un ouvrage beaucoup plus important, une petite plaquette poétique en prose, Café Solo. Il s'agit d'un voyage, c'est très celtique. Ô voyageur, je suis des vôtres, j'ai trop aimé partir. Me voici désormais enchaîné à ces vallées que la carte mentionne à peine. Au milieu de la rivière, un banc de petits poissons se promenait, affolé par la clarté de ma lampe. Survint une truite qui les happa un à un. Génocide des goujons, libérer les barbeaux. Que signifie donc la truite, me disais-je. Allez savoir. Pour le coup, que signifie la truite? Il suffit de demander à un autre natif du 12 mars. Il s'agit du docteur Paul Carton, qui nous explique dans La cuisine simple. Donc Paul Carton, né le 12 mars 1875,
151 ans aujourd'hui, médecin naturiste, disciple d'Hippocrate. Alors lui, il n'a jamais quitté l'AF. Les aliments cadavériques, les tissus de cadavres animaux, viande, poisson, coquillages, crustacés, comptent parmi les aliments les plus putrescibles et les plus intoxicants. L'alimentation cadavérique est contraire à la nature humaine, c'est-à-dire à l'instinct, à la structure anatomique et à la physiologie de l'homme. Les grands naturalistes ont tous proclamé que l'homme était arrangé par ses caractères anatomiques, non pas dans la catégorie des carnivores, ni des herbivores, ni des omnivores, mais parmi les frugivores qui, comme les singes, se nourrissent principalement de fruits et de végétaux. L'instinct le confirme sans conteste, les enfants maraudent des fruits dans les jardins, jamais il ne leur vient l'idée d'aller prendre un morceau de viande chez un boucher. Plus tard, que de gens se refuseraient à manger de la viande s'ils devaient tuer eux-mêmes les bêtes dont ils se nourrissent. Il a fallu l'artifice de la cuisson et de la cuisine pour rendre possible à l'homme la mastication de morceaux de cadavres répugnants pour la vue, l'odorat et le goût. Voilà, c'était un radical, Paul Carton. Et je reviens à Jean-Marie Ozias et à son ouvrage le plus important, Textes fondateurs et cultures populaires, jalon pour une anthropologie littéraire. C'est de la véritable littérature. Je ne possède d'ailleurs que le premier volume, que j'ai aidé à retranscrire à l'époque c'était sur machine à écrire. Je ne connais pas le deuxième volume. De Gilgamesh et la chanson de Roland. C'est un ouvrage très riche qui possède 3 livres. L'un sur Gilgamesh, Hésiode, Ovide. Le deuxième sur le Caucase, avec David de Sassoun, bien sûr, le poème national arménien. Et le troisième, le plus intéressant pour moi, sur l'Europe nordique, avec notamment l'Edda des Islandais, Snorri Sturluson. Ah oui, j'aime beaucoup ce qu'il dit sur l'Islande. Je vais parler de l'Islande un jour, île que j'ai arpentée l'année dernière, dont personne ne dit qu'elle a été découverte par Pythéas. Personne ne le dit, Ozias le dit. L'Islande est par essence fabuleuse. Quand Pythéas de Marseille la découvrit vers 340 avant notre ère, Strabon, le géographe qui ne quittait pas son bureau, le traita de menteur. En grec de l'époque, cela se disait marseillais. Quand les moines irlandais y vinrent accoster, ils s'y établirent et y naviguèrent. Jusqu'où ? Leur navigation, celle de Maël d'Huyn, celle de Bran et celle de Saint-Brandan, bien sûr autour du VIe siècle, contiennent des éléments de réalité mêlés à des histoires merveilleuses et démoniaques. L'Islande devint une Thébaïde occidentale. On sait en effet que l'Islande, en terre islandaise, vivait déjà beaucoup de Celtes quand les Vikings y accostèrent. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Islandais sont des Scandinaves matinés de Celtes, alors que les autres Scandinaves pas du tout. Mais qui sont ces Celtes, se demandent à longueur de journée les quelques rares spécialistes d'Islande qui se penchent sur la question. Ce sont évidemment des descendants de Massaliote que Pythéas avait embarqué avec lui. Bon, j'en parlerai un peu plus tard. L'Edda des Islandais, de qui nous parle Jean-Marie Ozias? Des Nibelung, bien sûr, de Saxo Grammaticus, et puis du monde celtique des Mabinogi, du Mabinogi. Alors là, Jean-Marie Ozias se surpasse pour évoquer ce monde celtique dans lequel je me trouve plongé actuellement. Regardez ces flots de larmes magnifiques. Écoutez la manière dont Jean-Marie Ozias évoque la culture celte. La 4e branche du Mabinogi, Mat, fils de Matonui, met en scène la vierge Gwyn, dont Mat le roi a besoin, comme si ce réservoir impollu était la garantie que la terre en serait fécondée. Ainsi, dans quelques cultures archaïques, l'homme que nous désignons faute de mieux du nom de prêtre ou sacrificateur a pour fonction d'ouvrir une vierge en ouvrant le premier sillon. On ne voit ici aucun privilège érotique. Cette opération est un rite et non un plaisir. La libido devait à mon avis en être très affaiblie.
Les prolongements de ces rites sont infinis, jusque et y compris à travers notre moderne droit de cuissage, dont les séquelles, si nous en croyons les féministes, sont encore actuelles dans les relations de pouvoir entre chefs hiérarchiques et femmes subordonnées. Les rois celtes, eux, défendaient les vierges. De là se produit un glissement, jusqu'à ce que la virginité soit comprise comme une fécondité toujours différée et disponible pour de hauts destins. Rappelons-nous le verset claudélien « Je suis la promesse qui ne peut être tenue, et ma grâce consiste en cela même ». Et dans le paragraphe suivant, en évoquant les femmes sur un lac, sur un immense lac, voguent des radeaux circulaires, Jean-Marie Ozias parvient à établir un trait esthète entre culture galloise et chinoise, que je ne voulais pas laisser s'évanouir dans les brumes, précise-t-il. Ils prirent alors des feuilles de chêne, de genêt et de reine des prés, et avec cela suscitèrent par magie la fille la plus belle et la plus parfaite du monde. On la baptisa selon le baptême qu'on pratiquait à l'époque et on l'appela Blodenvet, aspect de fleur. Ce nom à la chinoise révèle une structure proprement courtoise, commune à beaucoup de cultures. Si je recours au grand roman chinois sur le radeau où se joue le Honglu Meng, le rêve dans le pavillon rouge, de Tsao Yuechin, je vais rencontrer la charmante soubrette Wenxing, Inglian, aussi bien que Lian Hua, ou Liu Lotus de rivière Liu Xianglian. Accrochons encore un autre radeau où l'on aperçoit les personnages du Jingping Mei. Fleurs en fiole d'or. Voici Qiuju, chrysanthème, et même une pince nommée Yuzanor, c'est-à-dire épinglette, sans compter Xia Yuar, fleurette d'été. N'y a-t-il pas de quoi rêvasser et imaginer que Blodenvet salue Inglian quand leurs atomes oniriques s'accrochent dans nos lectures? Ce livre extraordinaire de Jean-Marie Ozias est dédié à Christian Péroux, un homme que j'ai également très bien connu, très grand poète lyonnais, qui écrit notamment cette plaquette « L'âge absolu, mémoire, interrogation et réflexion », livre qu'il m'avait dédié à l'époque à Laurent, qui m'a si bien parlé du phénomène Nab en toute amitié. C'était le 17 mars 92. Voilà où mène le celtisme. Et c'est pas terminé. Affaire à suivre.